Je m'appelle William, je travaille pour Zenica à Nantes et là dans cette session je vais vous parler un peu de tests mais surtout de preuves parce que c'est bien beau les tests mais ça suffit pas. Pourquoi ce genre de presse dans ce genre de conférence? Pourquoi pas? Est-ce qu'il faut donner des raisons? Bon, si vous insistez, potentiellement une première raison, c'est de vous motiver à faire des tests auto. En vous montrant ce qu'il y a de pire, eh bien peut-être ça vous motive à faire quelque chose qui est moins pire, moins difficile. Les tests auto, c'est pas si répandu que ça. Le TDD encore moins. Donc faire les tests avant les devs, pardon, c'est pas ça, excusez-moi. C'est concevoir l'application au travers des tests qu'on va rédiger avant les devs. Donc ça, ces chiffres, je les tire d'un papier, vous avez le lien là. Bon, la vraie raison, c'est juste pour étaler ma science sur un truc complètement ésotérique que vous n'utiliserez jamais. C'est voilà, me faire plaisir avec un sujet que j'ai abordé en début de carrière et que j'utilise pas par la suite, et ça m'a fait plaisir de réveiller un peu mes souvenirs, donc voilà. Mon côté un peu sadique. Ok, alors le test logiciel, c'est un vaste sujet. Si on sait faire du dev, ça ne veut pas forcément dire qu'on sait faire du test. Il y a plein de techniques qui sont propres aux tests logiciels et au code que l'on va écrire pour faire des tests logiciels. Et c'est des choses qui sont particulières aux tests. C'est des choses qu'on ne pratique pas dans le code de production. Et donc, c'est pas parce qu'on sait faire un super beau code de production qu'on sait faire des super beaux tests. Il faut apprendre autre chose aussi, d'autres techniques qui s'appliquent. Notamment, il faut faire attention à la refactorisation. Juste voir deux choses qui sont écrites exactement pareilles et les refactoriser, déjà c'est pas un super bon réflexe tout le temps dans du code de production, mais dans le code de test ça peut conduire à des choses imbitables et qui sont très difficiles à maintenir. C'est des choix à faire aussi. On ne peut pas tout tester en même temps de manière facile, hein. C'est pour ça qu'on fait des tests unitaires, des tests d'intégration, des tests de bout en bout, des tests de charge, des tests de sécurité, des tests exploratoires, juste pour assurer les derniers petits trucs qu'on n'arrive pas à tester de façon automatique. Il y a plein de trucs dans les tests. Une fois, on avait des difficultés sur des scénarios de test pour tester un processus de validation d'un document avec plein de profils différents qui devaient valider différentes étapes. Et moi, j'ai proposé qu'on fasse des tests auto où on enlevait la sécurité et on testait juste les endpoints de chaque partie du circuit de validation. Et là, mon manager m'a dit « Ah oui, mais quand est-ce qu'on teste la sécurité? Du coup, on ne sait pas si ça marche. » Voilà. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout tester en même temps. On peut faire un test pour la sécu, et puis un test pour le processus, et puis peut-être quelques tests de bout en bout, parce que ce n'est pas parce que A marche et B marche que A plus B marche, hein. Si vous avez déjà vu des projets où il y a une équipe qui a travaillé en mètres et l'autre en pieds, voilà. Bon, j'ai fait un petit article qui est un peu ma rage qui est descendue sur certains commentaires un peu bizarres sur LinkedIn. Ça peut être utile ou pas, enfin bref. Et si c'était pire, au lieu de faire que des tests, ici, on voulait vraiment assurer que pour tout x, f de x se passe bien. Eh ben, les tests ne suffisent pas. Ça ne veut pas dire qu'on enlève les tests, il faut faire les tests, mais les tests ne suffisent pas. Et donc, il y a une notion qui s'appelle en Europe, et plus largement, il y a des choses similaires dans d'autres pays, qui s'appellent les critères communs et les Evaluation Assurance Levels. EAL1, c'est presque ce que vous faites si vous faites des tests. Voilà, tester fonctionnellement. On fait un peu de tests fonctionnels sur le projet. Et puis vous avez, à chaque stade, vous avez de plus en plus d'exigences, non seulement sur la partie développement et assurance qualité, mais aussi sur la partie de conception. Donc EAL4, par exemple, il y a une exigence sur la conception. Dès la conception, on va mettre en place des méthodes plus rigoureuses de conception, qui vont être vérifiées aussi méthodiquement. Il y a des niveaux, je ne sais plus à partir duquel, mais vous avez quelqu'un qui vient, un expert extérieur, qui vient faire un audit de votre code et de votre déploiement, etc. Donc imaginez, vous faites des revues de PR, MR et tout ça. Imaginez un monsieur qui vient ou une madame qui vient super bien habillé avec
avec sa valise et qui fait « Allez-y, montrez-moi votre code, s'il vous plaît ». Et là, qui va rédiger un super grand rapport sur toutes les conneries que vous avez faites. Pour vous donner quelques exemples, pour placer un peu ces niveaux, les niveaux, on les met que quand on en a besoin. Donc, c'est pas, tout ne doit pas être EL7, loin de là. La plupart des trucs qu'on construit, EL1, EL2, c'est largement suffisant. Pour donner quelques exemples, il y a plusieurs OS qui ont été validés EL4 ou EL4+. Je ne vous donnerai pas, j'ai pas le temps de vous donner le détail du plus. Mais Windows, certaines distributions Linux ont été certifiées EL4 ou EL4+. La technologie de Smart Card, on ne la connaît pas super bien maintenant, mais c'était certifié EL5. Et puis, est-ce qu'il y en a qui ont osé mettre le pied dans la ligne 14 du métro à Paris? Ça va? Vous n'avez pas eu trop peur? Que les tests aient été bien faits? Hein? Vous avez regardé leur code avant de mettre le pied dedans? Ça va? Vous êtes sorti indemne? Pas eu de crash, pas eu de mort? Ok. Donc la ligne 14 du métro, autopiloté, c'est du logiciel. C'est ce qu'on appelle un système critique. Qui dit critique dit défaillance égale morts humaines. Ou perte matérielle d'une valeur colossale. Donc ce n'est pas juste des tests auto qui vont nous aider là-dedans. Ça nous aide et c'est important. Mais il faut beaucoup plus. Et donc, pour que la ligne 14 du métro soit mise en route, il a fallu que ça soit certifié EL, je ne sais plus si c'est EL6 ou EL7. Donc, ce n'est pas tout le temps qu'on va utiliser ces méthodes qui sont beaucoup plus difficiles. Alors, pour vous donner un petit exemple maintenant, je vais vous dérouler un cas fil rouge. Bon, c'est un truc un peu bateau, mais vous allez voir que c'est suffisamment complexe qu'on n'aura pas le temps de tout faire. Je vais vous montrer un algorithme de trifusion. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent un peu les premiers jours de cours d'informatique et voilà. C'est quoi les entiers, c'est quoi les listes, comment on fait pour trier des listes. Il y a un algo de tri de liste qui est très marrant, c'est le tri, dormir, quoi. C'est le tri pause, si on veut, en français. Vous faites sleep de chaque élément. Pour une durée de chaque élément. Vous voulez trier des entiers, vous faites sleep dans des threads différents du nombre de secondes de cet entier-là, et puis vous insérez le truc dans la liste. Ça marche. Donc on va regarder les trifusions, on va regarder les tests automatisés, on va regarder un peu, faire une petite passerelle vers les tests à base de propriétés. Peut-être qu'il y en a qui connaissent un peu, pas trop. Et puis après, on va passer à la preuve formelle. Et là, attention, accrochez-vous. Petite démo. OK. Est-ce qu'il y a qui n'arrivent pas trop à lire du Python? Est-ce qu'il y en a pour qui c'est pas assez grand? C'est lisible? Faut que je mette plus gros. C'est mieux? OK. Donc voilà, une façon de coder un trifusion. J'ai une petite fonction de swap, j'interchange deux éléments. Le trifusion, l'algo à la base, c'est pour trier une liste, je coupe en deux, je trie la première moitié, je trie la deuxième moitié et je fais la fusion des deux. Okay, et il faut que je m'arrête, vu que c'est récursif, il faut que j'arrête de couper. Il ne faut pas que je coupe les cheveux en 4. Et à un moment, je m'arrête quand j'ai 0, 1 ou 0 ou 1 élément. Parce que là, la liste vide, elle est triée déjà, et une liste à un élément est déjà triée. Okay, donc j'ai ma fonction de fusion. Si j'ai une liste, en fait, et puis là, cette version-là, je veux faire la fusion dans la liste entre la zone qui va de low à mid et la zone qui va de mid à high. Et si j'ai cette fonction-là, eh bien, faire un trifusion, c'est si la longueur de la liste, de la zone que je suis en train de trier est bien supérieure strictement à 1, je coupe en deux, je trie la première partie, je trie la deuxième partie et je fusionne les deux parties. OK ? Est-ce que ça marche ? Testons. Ne vous fiez pas trop à l'invocation magique que je viens de passer. J'ai lancé 17 tests et tous sont passés. Cool. Regardons ce que j'ai fait. J'ai fait un truc là. Hop.
Alors, les premiers cas que j'ai testés, c'est que si j'ai une liste vide en entrée, j'ai bien une liste vide en sortie. C'est bien. Si j'ai la liste déjà triée 1, 2, 3, j'ai bien la liste 1, 2, 3 en sortie. Si je les mets dans l'ordre inverse, bah, il les renverse. Okay. Si j'ai une liste un peu plus alambiquée, surtout avec des doublons, bah, ça passe bien. Je peux trier des entiers, comme je peux trier des chaînes de caractères, comme je peux trier des flottants. Le tri des flottants, c'est rigolo. Il fut un temps où l'ordre n'était pas total, mais là, on ne pouvait pas savoir les nan où les placer par rapport aux inf, etc. Maintenant, il y a un ordre qui a été défini. On peut trier des cartes aussi. Imaginons j'ai un jeu de cartes un peu assez simple. J'ai 2 couleurs, j'ai 2 numéros. Dans 2 couleurs A et B, j'ai 2 numéros 1 et 2, et puis j'ai un joker. Et dans mon jeu, bah, le 2 est plus fort que le 1, et le joker est plus fort que tout. Mais est-ce que le A2 est plus fort que le B1? Non. Et est-ce que le B1 est plus fort que le A2? Non plus. Je suis dans une situation où en fait, il y a des choses qui ne sont pas comparables. Il y a des éléments qui ne sont pas dans un ordre donné, quoi. Eh ben, il se passe des choses rigolotes quand j'essaie de trier ce genre de choses. Okay, si je trie la liste avec les cartes A1 et A2, bah, voilà, ça se met dans le bon ordre. Si je mets un joker dedans, hop, c'est bon, le joker il se met en plus fort. Par contre, si je trie A2 et B1, bah, ça me donne B1, A2. Mais si je trie B1, A2, ça me donne A2, B1. Qu'est-ce que c'est que ce bizarrerie? Vous gardez ça un petit peu dans la tête pour plus tard. Vous essayez. Passons au test de propriété. Comment ça se fait? Comment on fait? Ben, en fait, ce qui est un peu la faiblesse des tests unitaires un peu normaux, entre guillemets, à base de cas, c'est que c'est à vous d'inventer les cas, c'est à vous de trouver les bons cas pour mettre à l'épreuve votre code. Pardon. Le test à base de propriété, c'est que vous énoncez un contrat sur la fonction, et puis ensuite, c'est le moteur de test qui va essayer de trouver des cas pour mettre à l'épreuve cette propriété, pour vérifier que votre code exhibe bien la propriété que vous voulez. Alors, quelle propriété on veut sur le tri fusion? Bon, vous pouvez tricher là. Qu'est-ce qu'on veut comme propriété pour dire que le tri fusion a bien fonctionné? Qu'est-ce qu'on veut d'un tri? C'est quoi sa valeur? Que le résultat soit trié. Et pour vérifier que le résultat est trié, qu'est-ce qu'on peut faire? Pardon? On peut comparer voilà, les éléments 2 à 2. Donc c'est pour ça que j'ai fait le window là, en Python. Si on fait window d'une liste et 2, en fait c'est un itérateur sur des fenêtres de longueur de 2 glissant sur toute la liste. Et voilà, donc pour tout x, y dans une fenêtre, donc en fait ma fenêtre elle a 2 éléments, donc je peux les déballer pour les mettre dans x et y. Bah, pour toute fenêtre de longueur de 2 dans ma liste, x, y, eh bien je veux que x soit plus petit ou égal à y. Et pour que ça marche, cette histoire de window, là, il faut que ma liste soit plus grande que 1. Donc, mais de toute façon, une liste qui est vide ou qui a un seul élément est déjà triée, donc il n'y a pas vraiment de truc. Ok, je vais vous montrer un algo qui est... Alors, pardon. D'abord, je vais vous montrer que ça passe. Propre, j'ai appelé ça. Voilà. Hop, ok. Et qu'est-ce qu'il a fait? En fait, il a essayé de trouver 100 exemples différents pour mettre à l'épreuve ma propriété. C'est des exemples très petits, par exemple la liste vide, avec un élément, avec plein d'éléments, avec beaucoup d'éléments, et chaque élément avec des tailles variables d'entiers, du 0, du 1, du moins l'infini, du plus l'infini, enfin, pas l'infini, mais le max, quoi, et le min, etc. Okay, il n'a pas trouvé de contre-exemple. Okay. Maintenant, je vais vous montrer un algo qui marche super bien et qui passe ce test. Je vide la liste. La liste vide est triée. Donc si ma fonction retourne toujours des listes vides, pas de problème. Hop, voilà. Ma première propriété passe. Et donc, ce qu'on va décortiquer, c'est qu'il faut une deuxième propriété pour exhiber ce bug. Qu'est-ce qu'il me faut comme autre propriété très importante d'un tri? Pardon, que
Alors, il y a la même taille d'éléments, le même nombre d'éléments entre la liste de début et la liste de fin. C'est déjà une bonne chose, mais ce n'est pas suffisant parce que je pourrais juste mettre un truc qui remplace tous les éléments de la liste par none et ce sera trié. Un peu mieux? Ouais. Et est-ce qu'il y a un... Donc, il faudrait qu'il y ait tous les éléments de la liste de départ qui se retrouvent dans la liste d'arrivée. Okay, et est-ce qu'il y a un petit mot technique qui vous vient à l'esprit? Une bijection, c'est pas mal. Il existe une bijection entre les éléments du début et la fin. Il y a un terme un peu plus approprié. Les histoires d'ensemble, pas trop, non. Est-ce que le mot permutation, ça vous dit quelque chose? Voilà, il faut que la liste d'arrivée soit une permutation de la liste d'entrée. Okay, et comment on fait de ça? Alors, il y a des manières très marrantes de faire. Il y a une fonction dans Python, je ne sais pas si vous la connaissez, dans une bibliothèque qui s'appelle itertools, qui vous permet de prendre une liste et de générer toutes les permutations possibles de cette liste-là. Alors, c'est pratique pour des petites listes. Pour des grandes listes, je ne sais pas si vous savez, mais c'est exponentiel, ça croît exponentiellement le nombre de permutations par le nombre d'éléments. Il y a une manière un peu plus futée de faire, c'est d'utiliser un truc qui s'appelle counter, en fait, qui fait un dictionnaire avec le compte de chaque élément. Donc potentiellement, si vous avez des doublons de certains éléments, ça permet de vérifier que si je prends le décompte des occurrences de chaque élément dans la liste de départ et c'est égal à celle de la liste d'arrivée, c'est que normalement, j'ai le même nombre et les mêmes exemplaires, les mêmes valeurs et le même nombre d'exemplaires. Donc voilà, c'est ça la deuxième propriété qui permet de tuer ce bug. Donc c'est cool le test de propriété, on n'a plus besoin de trouver les cas. Par contre, on a le souci de trouver les propriétés. Et puis dans d'autres situations, on a le souci de savoir générer les exemples de tests. Parce que là, je n'ai pas mis de préconditions, toutes les listes sont valables. Mais si j'avais une propriété qui ne traitait que des listes, je sais pas, de longueur impaire, ou des listes avec des configurations très précises de valeurs, eh bien, la génération aléatoire va pas toujours générer les bons trucs d'entrée. Alors le moteur, il va écarter les valeurs qui ne passent pas. Mais si au bout de 10 000 tentatives, enfin il y a une limite, je dis un truc au hasard, 10 000 tentatives, il n'a toujours pas trouvé d'exemple qui répond aux préconditions de la propriété, eh bien il abandonne. Et du coup, il faut un petit peu l'aider avec des générateurs. Donc ça, si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder ces détails-là. Les tests à base de propriété, c'est sympa, mais ce n'est pas toujours facile à mettre en œuvre. Passons maintenant à la preuve. La preuve formelle. Donc l'idée, c'est de montrer par A plus B que notre trifusion fonctionne sur toutes les listes possibles et imaginables, sur tous les types d'éléments de liste. OK ? Alors, revenons doucement, et après ça va s'accélérer. Qu'est-ce que ça veut dire de faire une preuve d'un programme? Eh bien, il y a un certain nombre de personnes, une personne qui s'appelle Haskell Curry, et quelqu'un d'autre qui s'appelle Howard, j'ai oublié son prénom, désolé, et puis d'autres personnes aussi des fois on ajoute à cette liste, ce nom de correspondance Curry-Howard. C'est des gens qui ont trouvé qu'il y avait une remarquable correspondance entre les règles de la logique propositionnelle et les règles du typage des langages de programmation fonctionnels. Alors, je donne quelques exemples. En fait, si on utilise cette correspondance, une preuve de A, c'est une valeur qui a le type A. Voilà. Petit a de point grand A, c'est petit a est une preuve de grand A. Donc il faut juste trouver, c'est comme si grand A, c'est une proposition, c'était un ensemble. Et il suffit de trouver un élément de cet ensemble pour dire que c'est bon, cet ensemble existe. Il y a bien un truc dedans, c'est bon. Du coup, une implication, en fait, ça ressemble pas mal à une fonction. Une implication A implique B, en fait, une preuve de ça, c'est une fonction qui prend une preuve de A et qui renvoie une preuve de B. Simple, non? Une paire, je continue, la conjonction, donc A et B, une preuve de A et B, c'est un couple d'une preuve de A et d'une preuve de B. Alors là où certaines personnes, si vous n'avez pas fait de programmation fonctionnelle,
Vous connaissez peut-être pas très bien ce genre de type, mais pour faire le OU, une preuve de A ou B, c'est soit une preuve de A, soit une preuve de B. Donc est-ce qu'il y en a qui ont fait du TypeScript et qui ont fait des types du style tagged union, ou une énumération où il y a un champ qui dit dans quel cas on est dans l'énumération, quoi. Ok, donc ça correspond à ça. En C, on peut le faire. En Java, on peut un petit peu les fabriquer. C'est moins connu, moins développé que, par exemple, dans les langages de programmation fonctionnelle. Peut-être qu'il y en a qui connaissent Kotlin. C'est peut-être un des langages fonctionnels un peu en vogue qui permet ça. Il y a Rust aussi. Moi, je trouve que Rust est très pratique à ce titre-là. En Haskell, les constructeurs de ces éléments de type somme, c'est left et right. Le vrai, c'est un type qui a une preuve qui vous est donnée. Voilà la preuve. Souvent, elle s'écrit avec des parenthèses ouvrantes, parenthèses fermantes, et se dit unit. Et puis, le faux, c'est un type vide. Et on veut vraiment que ce type soit vide, parce que si on a une preuve du faux, alors on a une preuve de n'importe quoi. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des preuves, ou vous vous rappelez un peu des séances de maths où vous faites des preuves par l'absurde. Vous dites, moi je veux démontrer un truc, bon, je pense que c'est vrai, mais c'est un peu dur de l'exhiber de face. Ben, je vais essayer plutôt de démentir non, le contraire. Donc je vais supposer que le contraire est vrai, je vais voir qu'il en découle une contradiction, et à partir d'un truc faux, en fait, on arrive à démontrer son contraire, quoi. Ok, petit exemple. Alors, oublions la preuve. Ok, je vous demande, petit exercice, écrivez-moi une fonction qui prend une paire d'un élément de type A avec un élément de type B, et qui vous donne une paire avec un élément de type B associé à un élément de type A. Bon, là, je l'ai appelé F. On pourrait l'appeler comment, plutôt, que F? Pardon? P, non, enfin, un truc un peu plus parlant que... Qu'est-ce qu'on va devoir faire comme algo, en fait, pour avoir une fonction qui a ce type-là? Un truc qui prend une paire de A et de B et qui renvoie une paire de B et de A. Pardon? Reverse, ouais. Swap. Voilà, très bien. Reverse, swap aussi. Comment est-ce qu'on peut écrire une fonction comme ça, dans votre langage préféré, qui a des tuples dedans? En Python, pour écrire f de p, p c'est un tuple ou une liste avec deux éléments. Ok. Et vous voulez avoir, en fait, on veut inverser les éléments dans le tuple, quoi. Donc p de 1, on renvoie le tuple p de 1 et p de 0. Ok. En OCaml, dans un langage fonctionnel, on écrirait f de a, b, c'est b, a. Voilà. Et ça a le type a étoile b, flèche b étoile a. Ça va? Eh bien, vous venez de prouver que P et Q impliquent Q et P. Alors ça va vous changer la vie, bien sûr. Mais voilà. Coder un algo, c'est démontrer un théorème. Alors, un petit truc avant de vous montrer l'exemple décortiquer l'exemple de trifusion. Il nous faut une petite propriété supplémentaire quand on va définir surtout des fonctions récursives. Parce que si j'écris cette fonction-là, f de x égale, c'est return f de x, qu'est-ce qui se passe si vous exécutez cette fonction? Voilà, quelqu'un regarde sa montre, je pense qu'on va regarder sa montre pas mal, non? En attendant d'évaluer ça. Qu'est-ce qui se passe ou ne se passe pas si j'évalue cette fonction? Ça ne se termine pas, voilà. On peut prendre plein de café avant que ça termine. Sur certains trucs, ça va se terminer peut-être plus ou moins vite parce qu'il y aura un stack overflow. Mais certains langages sont futés, dans le mauvais sens, ils vont faire une optimisation qui fait que ça va quand même boucler l'infini. Si j'avais fait un while true, voilà, là, ça bouclerait vraiment sans stack overflow. Donc il y a un problème avec cette fonction, c'est qu'elle ne termine pas, donc elle a tous les types en fait. On peut lui donner tous les types qu'on veut, et donc c'est une preuve du faux.
Et là, des preuves du faux dans notre système, on n'en veut surtout pas. Sinon, on pourrait prouver n'importe quoi. Et du coup, si on prouve des choses, on n'est pas sûr. Est-ce qu'on l'a vraiment prouvé ou est-ce qu'on l'a prouvé juste avec une fonction qui ne termine pas? Donc, dans les systèmes, dans les langages de programmation qui permettent de faire des preuves de programme, on doit prouver la terminaison des fonctions récursives. Donc non seulement vous devez tester vos fonctions, mais en plus, si votre fonction est récursive, vous devez démontrer au tipeur que votre fonction termine un jour. Vous avez déjà essayé de démontrer que votre fonction termine un jour? Vous l'avez déjà fait chier avec ça? Non. Okay. Donc faites des tests. Ok, faisons une petite démo. Alors, il y a différents langages de programmation qui sont utiles pour faire de la preuve de programme. Moi, j'ai été formé avec un langage qui s'appelle Coq. C'est un Français, Thierry Coquan, qui a inventé ça. C'est inspiré de OCaml, c'est développé en OCaml, qui est aussi un langage de programmation franco-français. Donc voilà, Cocorico. Avant de vous montrer la trifusion, je vais vous montrer l'exemple que je viens de vous donner. Donc le A et B implique B et A. Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, je peux le faire de deux manières. Soit je le fais avec le langage de preuve, soit je le fais comme je vous ai montré tout à l'heure, où je définis une fonction qui prend la paire là, et puis qui les inverse. Okay, donc ici, voilà, lemma ou théorème ou machin, and sim, ça annonce que là, je veux prouver ce truc et lui donner un nom. Et ce truc, c'est quoi? C'est pour tout A et B qui sont des propositions, A et B impliquent B et A. Ok, allons-y, preuve. Et puis quand j'aurai gagné, QED, c'est comme CQFD, mais en latin. Je ne vais pas essayer de me rappeler c'est quoi en latin. Alors, première chose un peu technique, c'est que tout ce que je mets en hypothèse en bas, en fait, je peux le rentrer en hypothèse en haut. Voilà. Je suis juste en train de dire ça existe. Je suppose que ça existe. OK. Maintenant, le A et le B, par définition, je sais que c'est une preuve de A et une preuve de B. Donc, ce que je vais demander, c'est de casser cette preuve de A et B et de le casser en morceaux. Et puis de le rentrer dans les hypothèses. Parce que quelque chose qui implique quelque chose d'autre, ce qui est à gauche de l'implication, c'est une hypothèse. Okay? Donc mes hypothèses, c'est A et B, ce sont des propositions. J'ai une preuve de A, j'ai une preuve de B. Et maintenant, mon résultat, c'est qu'il faut que je construise une preuve de B et de A. Alors pour ça, eh bien, pour construire une preuve de B, d'un et, quoi que ce soit, en fait, c'est utiliser le constructeur du et, qui s'appelle conj. Voilà, c'est comme ça. Et du coup, qui va me dire, j'ai deux arguments à ce constructeur. J'ai le premier argument et le deuxième argument. Et le premier, il faut qu'il soit de type B, et le deuxième, il faut qu'il soit de type A. Et ça tombe bien, je les ai en hypothèse. J'ai plus qu'à lui dire, vas-y, c'est bon, le truc de type... La preuve de B, c'est petit b. Ok, c'est bon. Ouais. La preuve de grand A, c'est petit a. J'ai fini. QED. Alors là, je vous ai montré un peu pas à pas, un truc aussi bête et méchant. En fait, il y a des choses dans l'assistant à la preuve qui automatisent. Un truc aussi trivial, je peux juste mettre ça, faire ça. Et en fait, le double slash, là, ça lui dit, vas-y, simplifie-moi à mort des trucs très très cons et prouve-les. Si tu arrives à les prouver juste parce que c'est en hypothèse, fais-le et voilà. Il autodétecte pas mal de situations qui sont évidentes. Parce que vous imaginez, si on doit faire des trucs aussi verbeux pour des preuves petites, alors si on a des preuves plus grandes, oh là là, qu'est-ce qu'il faut être verbeux. Donc il y a des astuces pour aider. Ok, maintenant je peux aussi faire exactement la même chose, mais en définissant une fonction. Donc le AB là, de type A et B, c'est une preuve de A et B. Je peux le déconstruire en conj AB et puis renvoyer un conj BA. Donc faire ma petite inversion de paire. Je peux faire un truc similaire, exactement la même chose, mais avec le OU. Est-ce qu'une preuve de A ou B, c'est une preuve de B ou A? Alors c'est pas évident, mais bon, hein, on ne sait jamais. Hein.
Donc pareil, je vais introduire mes hypothèses. Alors là, une preuve de A ou de B, c'est pas une preuve de A et une preuve de B. Là, je ne sais pas lequel. Donc je vais demander à faire une disjonction de cas. Si je suppose qu'on est dans le premier cas et que j'arrive à démontrer le truc, et puis ensuite je suppose que je suis dans le deuxième cas et j'arrive à démontrer le truc, bah, ça veut dire que j'ai démontré que c'est bon pour tous les cas, peu importe. Donc c'est bon. Donc là, je vais faire une preuve par cas. Dans une branche de ma preuve, je vais supposer que j'ai A, et dans une autre branche, je vais supposer que j'ai B. Et là, bah, si j'ai A, eh ben, je peux prouver B ou A parce que bah, je peux utiliser le constructeur qui dit que j'ai un truc à droite. J'ai la preuve du truc à droite. Et puis si j'ai B, eh bien, pour avoir une preuve de B ou A, ben, j'ai juste à lui dire bah, c'est bon, j'ai B et je construis avec le constructeur qui me dit j'ai le truc à gauche. OK. Et je peux faire la même chose avec une fonction. Voilà. Si je suis dans le cas A, enfin dans le cas de gauche avec un A, alors je renvoie le cas de droite avec un A. Et inversement. Alors on peut faire des trucs avec des entiers naturels, avec un petit type précis. Par exemple, je peux prouver, à supposer que les entiers naturels sont déjà définis, bien sûr, c'est défini dans le truc standard. Et puis le plus, l'addition sur les entiers, eh bien, est-ce que n plus 0, c'est bien n? Ce serait cool. Eh bien là, je vais faire par récurrence. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent de ce mot-là? Ou par induction, c'est-à-dire que je vais prouver que ma propriété est vraie pour 0, et puis je vais supposer qu'elle est vraie pour n, et je vais prouver qu'elle est vraie pour n plus 1. Et si ces deux choses sont réunies, eh bien, ça veut dire que c'est vrai pour tout n. Parce que tout n positif est soit 0, soit construit comme 1 plus 1 à partir d'un entier déjà connu. Donc là, ok, elim, c'est je fais mon truc par induction ou récurrence. Eh bien, 0 plus 0 égale 0, eh ben, c'est trivial, c'est réflexif. La réflexivité de l'égalité, ça me permet de conclure que c'est bon. Ok, cool. Maintenant, je suis dans le cas récursif où je suppose que pour un n donné, j'ai la propriété n plus 0 égale n. Mais maintenant, je me propose de le montrer pour n plus 1. Alors la notation de n plus 1, ici, c'est S de n. Sn, ça veut dire n plus 1. Okay, donc j'ai introduit mes hypothèses. Donc je sais que j'ai un entier. Je sais que pour cet entier-là, n plus 0 égale n. Maintenant, je veux montrer Sn plus 0 égale Sn. Eh bien, je vais simplifier la définition de plus, parce que lui, il est défini de façon récursive. Il sait que Sn plus m, c'est S de n plus m. Voilà. Et puis, si j'ai S de quelque chose d'un côté égale S de quelque chose de l'autre côté, ah non, pardon, c'est ça que je fais. J'ai une équation ici que je suppose que n plus 1 égale n plus 0 égale n, pardon. Eh bien ici, j'ai n plus 0. Donc grâce à cette hypothèse-là, je peux remplacer par n. Donc rewrite IHN, c'est ça, je réécris un bout d'expression grâce à l'équation que j'ai en hypothèse. Et puis là, S de n égale S de n, c'est bon. Et on a fait notre première preuve par récurrence. Quel temps il est? Je pense qu'il est l'heure de passer aux trifusions. Alors, donc tout à l'heure, je vous ai montré, il fallait un swap, il nous fallait un merge, il nous fallait un merge sort. Avec la version fonctionnelle, on va plutôt avoir une fonction split qui scinde une liste en deux. Okay, donc si j'ai la liste vide, alors ça me donne deux listes vides. Si j'ai une liste avec un seul élément, ça me donne une liste avec ce seul élément et une liste vide. Et puis, si j'ai au moins deux éléments, eh bien, pour scinder en deux, je vais mettre un élément à gauche, un élément à droite, et je vais continuer à scinder la suite en deux. Ensuite, pour fusionner, si j'ai deux listes à fusionner, si ma première liste est vide, alors c'est simple, ma fusion c'est l'autre liste, quoi. Si j'ai deux listes, ou au moins celle de gauche est non vide, ah oui,
Si une des deux listes est vide, alors c'est l'autre liste, le résultat de la fusion. Et si j'ai au moins deux listes non vides, eh bien, il faut que je prenne la tête de chacune des deux listes, le premier élément de chacune des deux listes, que je compare et que je mette à gauche ou à droite, que je retienne l'élément de gauche ou de droite selon ce qui est plus petit. Et celui qui n'a pas été retenu, il reste dans sa liste de départ. C'est une fonction récursive, ce qui veut dire qu'il faut que je prouve qu'elle termine. Pourquoi elle termine, selon vous? Oui? Oui, c'est ça. Donc en fait, ici, cette déclaration mesure, merge by mesure, et puis en fait, le merge by mesure, c'est la somme des longueurs des deux listes. Et ensuite, j'ai dû faire une petite preuve pour chaque appel récursif que la longueur cumulée des deux listes est bien en train de diminuer. Et ça, j'ai dû m'appuyer sur les propriétés de split, effectivement. Alors, ensuite, il faut que je définisse une propriété, parce que quand je vais faire ma preuve de correction de mon tri fusion, surtout de split, là, l'induction sur les listes, ça ne va pas m'aider. Parce que vu que je split 2 par 2, en fait, il faut que je fasse mon induction 2 éléments par 2 éléments. Donc, je définis un principe d'induction custom qui dit il faut que je démontre que ma propriété est vraie pour une liste vide, qu'elle est vraie pour une liste unique avec un singleton, et puis que si je suppose qu'elle est vraie pour une certaine liste, si je lui rajoute 2 éléments devant, c'est que ma propriété est toujours vraie. Comme ça, je peux faire une récurrence 2 à 2. Et grâce à ça, je vais faire une petite première preuve, c'est que je vais vérifier que la longueur, quand je fais un split d'une liste, eh bien, la longueur des deux listes résultantes est bien inférieure ou égale à la longueur de la liste d'origine. Alors, généralement, elle est inférieure stricte, mais elle peut être égale, inférieure ou égale si j'ai une liste vide ou une liste singleton. Ça, je prouve avec mon principe d'induction custom. Je vous passe les détails. Maintenant, je suis prêt à définir ma fonction de merge sort. Donc, comme tout à l'heure, si j'ai une liste vide, c'est bon, je laisse. Si j'ai une liste singleton, c'est déjà trié, ok. Si j'ai une liste avec au moins 2 éléments, eh bien, je split cette liste-là. Je prends le split, je trie chacun des deux côtés, et puis je fusionne le résultat. Le LEB, là, c'est pour être générique dans la comparaison. Parce qu'en Python, je n'avais pas besoin de préciser, utilise le inférieur égal ou l'inférieur pour comparer. Mais en Coq, il n'y a pas d'ordre inhérent automatique pour les types. Donc il faut que je lui dise, utilise la fonction LEB pour faire la comparaison entre les éléments. Et puis, vu que c'est une fonction récursive, il faut que je démontre sa terminaison. Ça, c'était un peu plus long. Je me sers de cette propriété split length L que j'ai démontrée juste avant. Et puis maintenant, je démontre un autre truc que je vais peut-être expliquer plus tard. Et puis là, comme pour le truc à base de propriété, il faut que je démontre 2 choses pour être sûr que mon algo est correct. Il faut que je vérifie que le résultat est trié. Et il faut que je vérifie que la sortie est une permutation de l'entrée. Et puis, il y a un petit truc supplémentaire qu'il a fallu que j'ajoute et qui est en lien avec les histoires de cartes. Du fait que quand je triais les cartes, vous vous rappelez? Je vous ai dit de retenir ça pour plus tard. Quand j'ai essayé de trier des cartes tout à l'heure, quand je triais la main A2, B1, il me le mettait en B1, A2, et quand je triais B1, A2, il me l'a renversé encore. Qu'est-ce que c'est que ce bint? Eh bien, pourquoi il y a ça? Eh bien, c'est parce qu'il y a cette hypothèse-là de l'ordre total qui n'est pas vérifiée. Un ordre total, c'est que tu peux comparer tous les éléments, peu importe lesquels.
Et avec des cartes comme ça, comme j'ai décrit mon ordre, eh bien, c'est pas total, donc je ne peux pas utiliser ça comme ordre de tri. Sans être passé par la preuve de programme, je ne me serais jamais rendu compte que ça pétait ce genre de cas. Donc ça, c'est la force de la preuve de programme, c'est qu'à un moment, j'étais coincé dans la preuve, je devais démontrer une certaine partie, je vais vous montrer vite fait où c'est. Voilà, c'est quand je fais LEB total, je fais référence à cette hypothèse-là. À un moment, il fallait que je prouve que Y était plus petit que X, et j'avais en hypothèse que X n'était pas plus petit que Y. Si X n'est pas plus petit que Y, normalement, ça veut dire que c'est l'inverse, c'est que X est... Enfin, c'est Y qui est plus petit que X, quoi. N'est-ce pas? Bah oui, mais il faut le prouver. Il n'y a pas tous les ordres pour lesquels c'est vrai. Donc, tant bien que mal, avec tout ça, on arrive à la preuve du fait que alors ça, c'était juste la fusion permet d'avoir des listes triées. Et à partir de là, le tri fusion dans sa globalité nous rend des listes triées. Après, j'ai besoin de vérifier que quand je scinde ma liste en deux avec split, que la conjonction, enfin la concaténation des deux listes résultantes, c'est bien une permutation de la liste d'origine. OK. Que quand je fusionne deux listes, eh bien le résultat, c'est bien une permutation du début, un peu plus long, ce qui me permet in fine de montrer en quelques lignes, facile, que mon tri-fusion garde bien les éléments de départ. On y est arrivé, il reste encore un peu de temps, c'est cool. Ben, on va peut-être vérifier que ça marche quand même. Hein. On a prouvé, mais on a envie de vérifier. Hein. Est-ce que vous voulez vérifier? Sur une liste, ça marche bien? C'est bon? Vous validez? Cool. Vous avez encore quelques neurones? Bon, on va conclure alors. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce genre de presse? Le test auto, c'est bien, non? Vous voulez faire de la preuve plutôt? Le test, c'est aussi une compétence à part entière. Hein. Ça nous mobilise des notions qu'on n'a pas forcément. On nous pousse pas nécessairement à les avoir quand on est en train de faire notre code. Cette histoire de permutation, par exemple. Voilà, ça ne nous saute pas au nez au premier abord. Voilà, le test, c'est plus facile que la preuve. Donc, faites un peu de test auto. Si vous pensez que tester, c'est douter, peut-être douter un tout petit peu quand même. Si jamais vous n'avez pas eu assez, là, parce que là, on est allé à, je ne sais pas, 5, 6 de niveau. Hein. Si vous voulez aller jusqu'à 11 dans votre pratique de la preuve de programme, eh bien, je vous conseille. Il y a plusieurs de mes exemples là sont tirés d'un très bon cours qui vous montre ça pas à pas, très doucement, avec des exemples de code, avec des comparaisons aussi avec d'autres langages de programmation, et qui vous montre pas à pas comment faire de la preuve de programme avec Coq. Donc vous avez le cours là d'une université en Pennsylvanie aux États-Unis qui est en libre accès, très très bien construit. Vous avez aussi une vidéo, Hillel Wayne, c'est un ingénieur, déjà, en dehors de la preuve de programme, c'est quelqu'un qui publie des choses très très intéressantes. Il vient de publier sur l'INPUB un livre sur la logique pour les développeurs, donc Logic for Programmers. Je vous le recommande. Et plein d'autres articles qu'il fait ne sont pas nécessairement liés à la preuve de programme. Et il a fait quelques conférences sur la preuve de programme et le lien avec l'ingénierie. Comment ça a aidé, le fait d'avoir fait de la preuve de programme, comment ça l'a aidé à faire du développement plus robuste. Et puis, vous avez en français Xavier Leroy, Coq c'est français, et Xavier Leroy a travaillé sur le projet Coq, et on a la chance qu'il ait fait plusieurs cours au Collège de France, qui sont plutôt bien faits. Il faudra peut-être passer par la case, faire un peu de dev fonctionnel avec du OCaml ou du Haskell ou du Rust avant, mais je trouve que c'est plutôt accessible. Sinon, je serais ravi d'échanger avec vous sur la preuve de programme ou sur la test de propriété ou sur le test logiciel de manière générale. Voilà, il y a un peu de temps pour des questions, des interactions. Et aussi, il y a les réseaux sociaux. J'aime bien répondre
si vous avez des critiques, des questions ou des propositions. Voilà. Est-ce qu'en direct, il y a des choses qui vous turlupinent? Pardon, oui, il y a un micro qui va arriver. Bonjour, merci. Je me demandais parce qu'en fait, on a codé en Python Au et début, on a ouais. validé en Coq, Oui. mais du coup, on n'a pas validé le code Python. Non. Donc je peux valider là, tout ça c'est bon, mais dans le Python je code n'importe comment. Du coup, j'ai prouvé quelque chose que j'ai pas codé. Enfin, du coup, j'ai du mal à voir comment est-ce qu'on s'assure que ce que j'ai fait dans le Python est bon. Oui. Donc il y a plusieurs trucs qui existent que j'ai pas montré, qui effectivement sont là pour assurer cette petite partie-là d'articulation entre Coq, qui est plutôt orientée preuve. Il n'y a pas d'environnement d'exécution. En fait, Coq, c'est juste un tipeur. Ce n'est pas un exécutant. Même si à la fin, on a pu exécuter notre algo quand même, son but premier n'est pas d'exécuter. Et donc, il y a différents éléments qui permettent de faire la passerelle avec des environnements d'exécution. La première, c'est l'extraction de code. On peut extraire le code Coq qu'on a écrit en OCaml ou en Haskell. Peut-être qu'il existe des extractions dans d'autres langages de programmation, je ne les connais pas très bien. Donc ça, déjà, ce truc-là, de Coq vers autre chose qui est exécutable, ça existe. Pour l'anecdote, j'ai un collègue qui a travaillé sur un super beau projet français aussi à l'INRIA qui s'appelle CompCert, qui est un compilateur de C certifié. Parce qu'on a beau faire notre preuve aussi que notre programme C marche bien, mais si le compilateur il trifouille tout, est-ce que le binaire qu'on obtient à la fin est bien certifié aussi? Donc ils ont fait un compilateur certifié. Donc il y a l'extraction. Maintenant, il y a aussi les assistants à la preuve qui vont partir d'un code existant, par exemple en Java. En Python, je ne sais pas si ça existe, mais à mon avis, ça doit exister. Je sais qu'en Java, ça existe, et en C, ça existe. Et sûrement pour d'autres langages de programmation, où en fait, on prend notre code qu'on a écrit, et en fait, il va produire du Coq équivalent. Et là, pour le coup aussi, il faut de la certification sur que cette transcription elle soit bien bonne. Et notamment, il y a toute une chose sur... Il faut qu'en Coq, il y ait quelqu'un qui modélise l'environnement d'exécution du langage. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que exécuter du code Python? Voilà, ce n'est pas forcément la même chose qu'exécuter du code Coq, donc il faut mettre la sémantique du langage dedans. Bref, donc il y a des choses qui existent dans cette passerelle-là. Effectivement, je ne les ai pas montrées, donc la question était super pertinente. Ça va? Eh ben, je vous laisse partir, c'est tout à fait entendable d'en rester là.